professeur Cooper, est-ce que vous pouvez nous dire un mot et nous détailler quel est votre objet de recherche? Je suis historien et spécialiste de l'histoire de la colonisation et décolonisation française. Et mon ouvrage le plus récent est au sujet de la citoyenneté vers la fin de la période coloniale. Un moment presque tout à fait oublié dans la reconnaissance des Français et des Africains également, quand il y avait ce qu'on peut appeler une citoyenneté impériale après la Deuxième Guerre mondiale, sur la demande des députés de la France d'outre-mer. Le statut de sujet français a été supprimé et tous les ressortissants de l'Empire ont été accordés la qualité de citoyen français, sans l'obligation de se soumettre au Code civil français, c'est-à-dire le Code Napoléon. Alors, ça veut dire que selon la Constitution, il y avait une ouverture vers l'inclusion, vers la capacité d'absorber dans la République française des individus qui pouvaient être citoyens dans plusieurs manières. Alors cette expérience a duré une quinzaine d'années et a été prolongée un peu par les traités d'indépendance en 1960. Et donc on arrive à une situation où la possibilité d'intégrer des peuples de l'ex-empire, de l'Union française, ensuite la communauté française sous la Ve République, était plus ou moins ouvert, un sujet très contesté, mais quand même la porte de la cité a été ouverte un petit peu et l'opportunité de s'exprimer, de demander des droits de citoyens est devenu un sujet passionnant en Afrique française. Oui, mais la citoyenneté dont vous parlez, donc cette citoyenneté qui, si je comprends bien, se développe après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1945, c'est pas une citoyenneté de plein exercice, et c'est une citoyenneté qui ne se confond pas avec la nationalité. La nationalité était plus ouverte parce que depuis le Second Empire, tous les ressortissants des colonies françaises, et l'Algérie aussi, étaient des nationaux français, mais sans les droits de citoyens. Ce qui est arrivé en 1946 avec la constitution de la Quatrième République était la suppression de cette contradiction entre le fait d'être français et l'exclusion des droits de la République. On peut dire, et c'est souvent dit, que la citoyenneté d'outre-mer était une citoyenneté de seconde zone. C'est un peu vrai, mais l'idée, la demande des Africains, comme Léopold Sédar Senghor, était pour une distinction entre les citoyens de statut personnel dit français et de statut personnel qui ont permis les Africains et les autres dans les pays colonisés de garder les droits de mariage, les systèmes de mariage, d'héritage, de filiation sur les rubriques différentes. Et c'était une demande des Africains, ce n'était pas imposé. La question qui était très forte pendant 10 ans était est-ce que c'était vraiment une citoyenneté de seconde zone, mais à partir de 1956, il y avait le suffrage universel dans les territoires d'outre-mer. Il y a les assemblées territoriales avec pas mal de pouvoir sur le budget. Alors il s'agit pas d'une citoyenneté égale, ni d'une citoyenneté de seconde zone, mais un terrain de lutte, un terrain où on peut poser des demandes. Et un de mes arguments est que c'était surtout la citoyenneté sociale, l'argument qu'on ne peut pas
avoir des salaires inférieurs pour certains citoyens et pas pour les autres, qui a changé la vie de l'administration de la France d'outre-mer, que la citoyenneté était trop efficace, qu'on posait des demandes qui coûtent beaucoup et que le prix, le seul moyen de repousser ces demandes pour égalité de niveau de vie était de donner d'abord l'autonomie interne au territoire d'outre-mer et ensuite les indépendances. Est-ce qu'on peut parler finalement, si ce n'est pas une citoyenneté de seconde zone, puisque c'était une citoyenneté qui respectait un certain nombre de coutumes, d'usages, voire de droits, notamment le droit coranique, je pense pour l'Algérie en l'occurrence, est-ce que c'était une citoyenneté de type différentialiste, c'est-à-dire une citoyenneté qui, je veux dire, était une citoyenneté qui n'était pas une citoyenneté de plein exercice, mais qui était une citoyenneté qui reposait sur le respect justement d'un certain nombre de codes culturels propres aux sociétés colonisées. C'était une question qui n'était jamais été résolue. La demande des architectes de l'article sur la citoyenneté dans la Constitution de la 4e République était exactement ça. Et ils étaient critiqués pour avoir créé une citoyenneté même plus utile que la citoyenneté des ressortissants de la France métropolitaine, parce qu'on avait l'option de garder un statut personnel, mais aussi une possibilité de renoncer à ce statut et de devenir un citoyen comme les autres. Mais vous avez cité l'exemple de l'Algérie. Tout cela était très contesté. En Algérie, les colons et leurs alliés dans l'administration et les militaires français ont réussi à vider cette citoyenneté de son contenu. C'était beaucoup moins vrai en Afrique au sud du Sahara, quand la politique des organisations syndicales et des politiciens africains ont réussi à ouvrir la question de l'égalité sociale et économique. Et ça, c'était très important dans l'histoire de la décolonisation. Vous voulez dire qu'en Algérie, la notion de citoyenneté sociale n'a pas été respectée? La notion d'égalité politique n'était pas respectée. Tous les principes de la Constitution étaient vidés de leur substance par la politique entre les colons et l'autre administration en France. Oui, parce que le colloque ici à Avignon avait le thème de l'Europe. C'est très intéressant de penser comment la question de l'Europe a été posée vers la fin des années 1940. Ce n'est pas une question de l'Europe, c'est une question de l'Eurafrique, parce que le gouvernement voulait garder les territoires africains dans l'Union française. Ils savaient bien que c'était impossible de les garder dans une manière tout à fait subordonnée comme dans le passé. Alors la grande question est, est-ce qu'on peut intégrer la France dans l'Europe et dans les anciens et avec les anciennes colonies en même temps? C'était débattu jusqu'au moment de le traité de Rome de 1957, et à ce moment, les partenaires de la France a dit non, on ne peut pas inclure les territoires d'outre-mer de la France dans la communauté économique européenne, et à ce moment, l'Europe est devenue vraiment européenne. Mais pour une bonne, disons, la possibilité d'une structure confédérale qui a englobé les anciennes colonies et les anciens ennemis comme l'Allemagne était sur la table. Vous voulez dire que le traité de Rome en 1957, finalement, acte la séparation entre l'Europe et ce que furent et ce qui était encore à cette époque les possessions coloniales, je pense au Royaume-Uni et de la France.
c'était pas l'acte final de la séparation, mais c'était une étape importante. C'était à ce moment que c'est devenu clair que la possibilité des Africains francophones, les Africains de citoyenneté française, la possibilité de leur intégrer dans quelque chose de plus grand, cette possibilité a beaucoup diminué avec le traité de Rome.